Alors, nous entendrons la communication de Madame Charlotte Maigret-Rech qui s'intitule L'erreur en classe de mathématiques, repenser son rôle, explorer son potentiel. C'est à vous. Alors, bonjour tout le monde. Déjà, d'abord, c'est un immense plaisir pour moi de vous présenter les idées, les réflexions qui ont été au cœur de mon projet de maîtrise déposé en 2020 à l'UQAM sous la direction de Jérôme Proulx. Donc, comme Stéphane l'a si bien dit, le projet, le titre, c'est l'erreur en classe de mathématiques, donc la thématique de l'erreur, un peu dans une visée de penser ou repenser son rôle, puis d'exploiter, d'explorer son potentiel. Donc, ah oui, puis je ne me suis pas présentée. Moi, c'est Charlotte. Stéphane m'avait présenté, mais Charlotte Maigret-Rech. Puis, je suis maintenant étudiante au doctorat à l'université à Manchester. Donc, allons-y. Ah, puis là, ça ne change pas. Ah, voilà. Donc, déjà, juste pour avoir un petit plan de la présentation, je vais commencer par vous faire entrer dans mon univers de réflexion sur les erreurs en regardant certains travaux. L'erreur a été un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. Puis, c'est intéressant de voir un peu les différentes perspectives qui ont été développées au fil des années. Ensuite de ça, je vais discuter brièvement de ce qui fait l'objet à la fois un peu de ma problématique, puis aussi de mon cadre théorique sur les visions de l'erreur de cette perspective-là productive. Ensuite, on va aller dans le cœur du travail, c'est-à-dire je vais présenter quelques analyses puis quelques résultats. Et puis, je vais terminer sur une douce ou des douces conclusions. Ça sera à vous de me le dire. Donc, évidemment, l'erreur, ce n'est pas un sujet qui est nouveau, ni en éducation, ni en didactique des mathématiques. Au fil des années puis des décennies, il y a plusieurs travaux qui ont influencé les manières de comprendre l'erreur puis de travailler avec l'erreur aussi. Et puis, dans ces travaux-là, il y a 3 courants qui semblent ressortir ou qui se dégagent de ces travaux qui ont vraiment fait bouger ou qui ont vraiment aidé à comprendre, conceptualiser ce qu'était l'erreur puis qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Donc, le premier courant qu'on a nommé courant médical, où l'erreur, la vision de l'erreur, c'est l'erreur dans cette vision-là, c'est un mal, une incompréhension qu'il faut corriger ou rectifier. Puis là, évidemment, c'est une caricature. Là, il y a énormément plus de nuances que ça dans les travaux, mais je pense que de manière générale, dans ces travaux-là, ce qui a marqué ces travaux-là, c'est cette vision-là de les éliminer puis les effacer, là, en effacer l'occurrence. Ensuite, il y a un courant qu'on a appelé courant humaniste. Je dis « on » là, en parlant des discussions avec Jérôme, là, pas on, la communauté en entier, mais un courant qu'on a nommé humaniste dans cette idée-là de un peu constructiviste aussi, où l'erreur devient une étape qui rend possible l'apprentissage. On apprend de nos erreurs. Donc, l'erreur, c'est une compréhension partielle qu'on va dépasser, qu'on va adapter. Puis ensuite de ça, un courant mathématique. Ce courant-là est inspiré de l'histoire des mathématiques, où l'erreur devient un synonyme d'opportunité, d'une occasion pour faire, pour inventer, pour créer des mathématiques. Et puis là, moi, c'est ce courant-là dans lequel je me suis insérée, puis j'ai creusé. Donc, je ne ferai pas une grande revue de l'histoire, c'est juste simplement pour peut-être mieux comprendre ce que cette perspective-là productive de l'erreur implique. Donc, je l'ai dit plus tôt, ça tire ses fondements dans l'histoire des mathématiques où les erreurs ont participé à l'évolution puis même à la révolution des mathématiques. J'ai quelques exemples ici, comme j'ai dit, il y en aurait bien d'autres, mais je pense que ces exemples-là sont assez connus puis sont assez aussi parlants de cette vision-là des erreurs qui contribuent à créer un mouvement puis à créer aussi des changements importants dans la discipline. Donc, on a premièrement le fameux exemple de Lakatos qui parle des contradictions et des réfutations qu'il appelle des monstres qui ont participé activement au raffinement du théorème d'Euler. Donc, dans son livre, c'est vraiment cette construction-là à partir des erreurs qui font avancer. On a aussi le postulat, la preuve du postulat des droites parallèles d'Euclide qui, bon, non seulement historiquement a été considéré presque comme une erreur, parce que là, on questionnait si c'était un postulat ou ça ne l'était pas, mais il est aussi advenu une preuve de ce postulat-là qui
c'est avéré être une preuve erronée qui a comme tracé la marque, ou en tout cas posé, porté, planté les germes de des nouvelles géométries, géométrie hyperbolique, géométrie, donc c'est ça, la création de nouvelles géométries. Puis là, dernier exemple ici, là, j'y passe rapidement, la racine carrée négative, c'était très controversé, puis même conçu comme quelque chose qui était complètement hors des mathématiques. Malgré que c'était considéré comme une erreur, les mathématiciens ont travaillé à raisonner là-dessus pendant des années et des années et des années, ce qui a mené à l'invention des nombres complexes. Donc, c'est vraiment pour vraiment ces exemples-là, issus de l'histoire, nous montrent que les erreurs ont potentiellement une valeur mathématique. Au-delà d'être corrigées, d'être dépassées, les erreurs, elles peuvent ouvrir des portes, elles peuvent stimuler les mathématiques qui sont faites. Puis, en étant vraiment très, c'est poétique, mais en étant très inspirée, aussi curieuse de cette vision-là, j'ai entrepris d'investiguer ce que cette vision productive-là pourrait signifier dans la classe. Si les erreurs créent des maths, ben, de quoi ça pourrait avoir l'air dans la classe de mathématiques. Donc, ici, ben, c'est un peu, là, c'est pas exactement ma question de recherche, mais je pense que ça amène bien l'idée, je viens de le nommer, là, qu'est-ce que cette productivité mathématique des erreurs peut signifier dans la classe avec les élèves. Et là, j'insiste beaucoup sur le « et si », parce que mon intention, c'est pas du tout d'affirmer que les erreurs sont productives ou qu'elles ne le sont pas, ou qu'elles devraient l'être ou qu'elles ne devraient pas l'être. C'est pas de prendre position à ce niveau-là, mais c'est plutôt de si on prend son temps puis qu'on les regarde sous cet œil, on pose ce regard-là sur les erreurs dans la classe, est-ce que, tu sais, on va être parce qu'on parle de création de nouvelles géométries au niveau des mathématiques, mais dans la classe, de quoi ça pourrait avoir l'air, c'est cette évolution, révolution-là. Donc, c'est vraiment plus pour clarifier la posture, là. Donc là, on entre dans la section résultats, mais analyse, en tout cas. C'est un gros tableau où il y a beaucoup d'informations. Je vais vous mettre en contexte, ça va aller mieux. Donc, je voulais donner une idée générale un peu des analyses qui ont été conduites dans mon mémoire. Donc, voici, ça, c'est un tableau qui présente sommairement, très sommairement même, les analyses qui ont été faites des séances conduites là, avec des enfants dans les classes de 5e, 6e année au primaire et de 2e secondaire. Dans ces classes-là, dans ces séances de résolution de problèmes, il y avait, qui est en contexte de calcul mental aussi, il y avait des erreurs qui ont été commises, des bonnes réponses qui ont aussi été commises, si je peux le dire. Puis, c'est arrivé à plusieurs reprises que les erreurs ont été investiguées, questionnées, exploitées. Donc, c'est ça. Je me suis intéressée à regarder ces séances-là puis à porter une attention particulière à ce qui se passe quand on travaille une erreur, quand on questionne, quand on essaie de l'exploiter, en fait. Puis évidemment, comme je disais, on n'aura pas le temps d'aller dans le détail. Puis s'il y en a qui ont des questions à la fin, ça va me faire plaisir de revenir sur ce tableau-là pour vous parler plus de ces belles données-là. Mais c'était vraiment pour vous donner un aperçu des cas d'erreurs produites dans la classe qui ont été explorés, puis duquel mes analyses ont fait ressortir une productivité mathématique importante, en fait. Donc là, si je veux juste expliquer le tableau, là, à gauche, vous voyez le type de productivité mathématique qui a été engendré par les erreurs. Là, si je prends par exemple la première section, des erreurs qui amènent à prendre des décisions sur les mathématiques. Là, on a dans la section de droite ce qui s'est passé, l'exemple analysé dans la classe. On avait le calcul 12 fois 18. Des élèves avaient produit des réponses comme 960, 116, 200. Puis, plutôt que d'être corrigé, ou 960, c'est pas bon, ou 960, comment on peut le... Il y a cette idée-là qu'éventuellement, à travers le travail mathématique, ces réponses erronées-là sont devenues des critères pour encadrer, voire valider la réponse au calcul. Donc, 960, c'est devenu, la réponse est loin de 960. Le 116, c'est plus que 116. Puis le 200, c'est autour de 200. Donc,
c'est vraiment dans cette perspective-là où est-ce que j'ai voulu faire ressortir puis regarder ces erreurs-là comme étant productives pour les mathématiques. Et là, j'ai pensé, pour la présentation, regarder un de ces exemples-là plus en détail pour vraiment entrer dans le sens que j'ai donné au fil du travail à la productivité des erreurs en mathématiques dans la classe. Donc, on va regarder un exemple qui s'est produit dans une classe de 5e année où une erreur, la classe explorait un problème sur la moyenne, puis une erreur a mené à la définition d'un nouveau problème mathématique. Alors, nous sommes maintenant dans l'exemple. Donc, le contexte ici, c'était la question qui était posée aux élèves. J'ai dit 5e année, mais c'est 6e année, pardonnez-moi. Donc, la question qui était posée aux élèves, c'était un élève a eu les notes suivantes à ses 4 examens de mathématiques, 60, 67, 75%. Sachant que tous les examens ont la même valeur, quel résultat doit-il obtenir à son 4e examen afin que sa moyenne soit de 75%? Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était posé en contexte de calcul mental. Il y avait quelques minutes pour réfléchir, puis ensuite, il proposait les réponses là, au groupe en levant la main puis en offrant la solution, leur solution puis leur raisonnement à la classe. Donc, j'ai perdu voilà. Donc, 84%, ça c'est la réponse d'une élève, appelons-la Marie, pour les besoins de la cause. Donc, elle soumet la réponse 84%. Là, pour ceux qui n'ont pas, puis j'imagine que vous n'avez pas pris le temps de faire le calcul puis de répondre au problème. Je vois que Stéphane avait pris le temps de le faire, mais pour le bien de la cause, la réponse attendue à ce problème-là, ce serait 98% pour justement que cette moyenne-là, au final, soit 75. Donc, ce qui fait que 84 est une erreur ici, de manière relative au contexte qui était exploré à ce moment-là. Mais ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que ce qui a suivi, même si l'idée que 84 ne répondait pas au problème initial a été abordée aussi dans la séance, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que ce 84-là a mené à une nouvelle piste d'investigation pour la classe, avec un complètement nouveau problème. Ici, j'ai le verbatim de l'échange qui s'est passé par la suite avec l'élève. Donc, l'enseignant demande comment il est arrivé à 84. Puis là, elle dit que de 60 à 67, il y a un plus 7. Puis là, ouais, OK. Alors, tu dis que pour aller de 60 à 67, il y a 7. Mais là, puis là, elle dit, ben oui, il faut plus 7. Puis après, de 67 à 75, c'était plus 8. Fait que là, vu qu'il y avait un plus 7 puis un plus 8, on pourrait s'attendre à ce que le prochain, ce soit plus 9. Donc, 84. Et là, suite à son intervention, la classe s'est intéressée à cette nouvelle, était rendue dirigée vers cette nouvelle question-là qui n'était pas du tout dans les attentes. T'sais, on avait le problème au départ, on ne pouvait pas deviner que cette question-là ou que cette réponse-là allait être produite. Donc, c'est vraiment cette idée-là de production de quelque chose d'intéressant mathématiquement, là, parce que justement, ça sort de notre zone de ce à quoi on s'attend. Puis, la nouvelle question, en fait, elle n'a jamais été formulée formellement dans la classe, mais on pourrait la comprendre comme étant un élève a eu les notes suivantes à ses 3 examens de mathématiques, 60, 67, 75. S'il continue à progresser en suivant cette régularité, quel résultat obtiendra-t-il à son 4e examen? Et puis là, la classe s'est engagée à trouver les autres membres de cette suite auquel a ouvert, dans le fond, l'erreur de Marie qui a été prise pour une réponse à part entière puis qui a été explorée. Fait que là, un autre élève propose pour la suivante 94 parce que là, on est rendu à faire plus 10. Puis ensuite, 105 parce que là, on fait plus 11. Puis là, 117 parce qu'on fait plus 12. Puis évidemment, on peut aussi s'imaginer plein d'autres questions. L'idée de généraliser ça ou trouver le xème terme. Mais c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai trouvé inspirant puis vraiment intéressant de voir les erreurs comme des points de départ plutôt que comme des points d'arrivée insatisfaisants puis toujours dérangeants, mais de les prendre comme des
points de départ qui peuvent mener vers quelque chose d'intéressant. Là. Puis vraiment, je le répète, mais je pense que c'est important. C'est pas de l'idée non plus. Je veux pas me faire... je veux pas être voyons, comment on dit ça? Un espèce de gourou qui dit que les erreurs devraient toujours être exploitées ou investiguées, mais c'est vraiment que je trouve que c'est vraiment très mathématiquement intéressant les opportunités qu'elles peuvent ouvrir en classe, comme celle-là, avec les élèves. Pour clore, pour cet exemple-là, ce qui m'a marqué, en fait, c'est que justement, en ne répondant pas à un problème en question, en étant justement une erreur, l'erreur elle-même, l'erreur, son aura porte un potentiel pour justement définir d'autres problèmes auxquels elle peut finalement répondre. Puis, tu sais, c'est dans cette idée-là de point de départ. Là. Puis, en fait, je trouve que ça fait réfléchir sur les possibilités mathématiques qui s'ouvrent quand les erreurs sont prises, comme je le disais, là, pas juste comme des mauvaises réponses qu'on devrait éviter, qu'on devrait éliminer, même qu'on ne devrait pas écrire au tableau, mais plutôt comme des occasions, comme des ouvertures mathématiques. Fait qu'il y a une certaine valeur mathématique dans les erreurs qui sont possiblement plus que des productions qui sont dérangeantes puis qu'il faut finalement complètement éliminer. En tout cas, c'est la réflexion que j'ai entretenue puis que j'entretiens, je continue d'entretenir et de nourrir, là, parce que je trouve ça fascinant de le regarder de cette manière-là. Puis là, je ne sais pas j'en suis où au niveau de temps, mais j'imagine qu'il me reste encore du temps. Mais j'en suis à mes... Il me reste-tu beaucoup de temps? 3 minutes. Ah bon, non, ça va parfaitement avec ce qui me reste à dire. En fait, c'est ça, j'avais envie de finir, c'est de vous laisser en regardant un peu vers l'avant, puis aussi en revenant sur l'historique que l'erreur a dans les travaux en éducation puis en didactique des mathématiques. J'étais pas là, mais je sais que dans les années 80, c'était un sujet vraiment vivant, vraiment vibrant, qui animait des discussions, des colloques, des passions, où est-ce que les gens étaient vraiment investis dans cette réflexion-là sur l'erreur, son sens, ce qu'elle peut faire. Puis, au fil des années, peut-être que cette réflexion-là, elle s'est éteinte. J'imagine avec le sentiment d'un bon devoir accompli où, tu sais, l'erreur, on a fait le tour, puis on peut passer à d'autres sujets qui sont tout aussi inspirants. Là. C'est vraiment pas pour le regarder de manière négative, mais je pense que en revenant sur ces travaux-là, qui avaient lancé des pistes extrêmement intéressantes, là, puis je veux dire, c'est pas des travaux qui sont récents. Là. Les travaux que je vous ai cités, c'était les travaux de Borassi dans les années 90, Lakatos dans les années 70, Klein dans les années 80. Donc, ça date, c'est des réflexions qui datent, mais je pense qu'il y a là-dedans un germe super intéressant pour justement raviver ces réflexions-là sur l'erreur, puis imaginer, creuser ce courant-là qui, moi, m'a fasciné, qui est le courant productif de l'erreur en mathématiques. Puis, je finis là, sur une note plus personnelle. Moi, c'est des réflexions qui m'habitent énormément, comme je pense que je l'ai dit 150 fois depuis le début de la présentation. Mais je continue au doctorat à creuser ces idées-là en abordant des thèmes plus larges que j'appelle, je fais mon doctorat en anglais, fait que c'est unfitness, mais l'idée de l'ambiguïté, l'incertitude, les paradoxes, les erreurs, les contradictions, ou pour faire un clin d'œil à la présentation hier de Marilyn et Jean-François, les imperfections, ces choses-là qui dérangent, mais qui, en tout cas, il y a quelque chose de bien intéressant à leur voir une beauté puis une productivité mathématique. Donc, ça conclut ma présentation.